Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très bonnes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Catulu qui est consacré aux lectures que j'ai eues la semaine passée, comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, soit du 14 au 20 mars, puisque aujourd'hui nous sommes le 21. Merci, il y en a 3 qui suivent dans la salle, ça fait plaisir. Donc, j'ai lu 4 romans dans des styles différents. Donc, je vous propose donc de partir pour ce nouveau numéro de Qu'as-tu lu dès à présent. Alors, j'ai lu la semaine dernière Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy aux éditions Versilio. C'est le tome 2 de sa trilogie 9. Cette trilogie est consacrée à un groupe de hackers. Ils sont 9, comme le précise le titre. Dans le premier tome qui s'appelle C'est arrivé la nuit et qui est juste ici, au-dessus de ma tête, on nous présentait voilà, ces 9 hackers qui ne se sont jamais rencontrés. Ils ne discutent que par chat ou que par messagerie instantanée sécurisée. Et il y a un frère, une sœur, 2 frères jumeaux et d'autres protagonistes qui évoluent ensemble, et ils ne se sont jamais rencontrés. Et ils vont avoir à traiter des affaires, au moins une affaire en particulier en commun, ce qui va nécessiter qu'ils se rencontrent. Et c'est comme ça que débute Le Crépuscule des Fauves. Et donc, il va y avoir énormément d'action. Là, dans ce tome 2, on est quand même un peu plus dans l'action que dans le tome 1. Le tome 1 était un peu plus introductif. Ici, on est un peu plus dans l'action. On voit nos héros dans toutes leurs difficultés et dans un grand... Enfin, c'est un peu un roman sur les nouvelles technologies, mais aussi un roman d'espionnage. Parce que nos héros ont à cœur de hacker des gens qui ne sont pas très 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 gentils. Alors, autant dire les choses comme elles sont. Ils ont quand même fort à faire à des grands groupes puissants avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et beaucoup d'influence aussi. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très très intéressant. On parle de crypto-monnaie. Pour ceux que ça intéresse un petit peu, c'est extrêmement passionnant. Et pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce que sont les crypto-monnaies, c'est expliqué de façon simple. Bon, il y a du jargon qui est propre aux crypto-monnaies, donc de toute façon, même en vulgarisant le plus possible, on ne pourra pas de toute façon aller au-delà. Mais c'est quand même expliqué de façon suffisamment compréhensible pour que tout un chacun puisse appréhender le domaine. J'ai trouvé ça passionnant, on est vraiment dans l'action. J'ai bouffé le roman en même pas 2 jours. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages que j'avais découverts dans le premier tome. Et pourquoi? Alors vous allez me dire pourquoi tu t'es lancé dans le tome 2 pas quasiment 1 an après le tome 1? Tout simplement parce que j'ai vu sur les réseaux que le tome 3 sortait le 17 mai. Et donc, pour pouvoir être prête à la sortie du 17 mai, il fallait absolument que je lise le tome 2 et aussi en ayant encore à peu près frais dans ma tête ce qui s'était passé dans le tome 1, bien que au début du tome 2, on ait un résumé de ce qui s'est passé dans le tome 1, et j'avoue que ça a peu ou prou remis à peu près les choses dans leur contexte. En tout cas, on voyage en Turquie, on voyage en Syrie, on voyage en Ukraine. La lecture des passages qui se situent à Kiev ont résonné vraiment d'une manière tout à fait particulière, étant donné les événements qui se déroulent en Ukraine et à Kiev à l'heure actuelle. C'est peut-être sans le savoir, mais l'auteur parle de ce qui se passe, de ce qui se déroule en Ukraine, des relations entre la Russie et l'Ukraine, de manière très très sommaire. Hein. C'est pas un roman sur les prémices de la guerre en Ukraine, absolument pas. Mais on parle de choses qui se passent en Ukraine
et qui n'ont absolument pas eu les voix des médias jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Vladimir Poutine décide d'attaquer l'Ukraine il y a 3 semaines maintenant. Et trouvais ça extrêmement intéressant et ça a retenti de manière beaucoup plus forte maintenant parce que au vu des événements qui se passent à l'heure actuelle. Mais c'est un roman vraiment passionnant. Vous avez si vous n'aimez pas la plume de Marc Lévy dans ses romans un peu feel good, un peu comme ça, je vous conseille vraiment de découvrir sa plume avec la série 9 parce que c'est dans un genre, vous allez le rencontrer dans un genre tout à fait différent de ce qu'il fait habituellement. Moi, je suis fan de l'auteur depuis toujours, donc évidemment, j'ai tout de suite adhéré à ce changement et on retrouve sa plume très visuelle, très empathique vis-à-vis de ses personnages. Et franchement, je vous incite vraiment à découvrir la saga 9 avec C'est arrivé la nuit, Qui est là-haut et Le crépuscule des fauves. Ici même, et le 17 mai sortira le tome 3 qui s'intitule Noah. Voilà. Alors ensuite, dans un genre encore plus différent que celui dont je viens de vous parler, alors n'ayez pas peur, hein, ne fuyez pas, ne vous désabonnez pas en masse de cette chaîne. Je vais vous parler du nouveau roman de Stanislas Petrowski qui est paru aux éditions Au Trouble. Il s'agit de Porn is Born. Alors j'espère que YouTube ne va pas bannir ma chaîne. À ce propos, Stanislas Petrowski met en scène une nouvelle héroïne ayant pour nom Stella Fink. Et alors, vous savez que si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je vous ai déjà présenté plusieurs romans de Stanislas Petrowski, où il a un personnage récurrent qui est un curé qui s'appelle Requiem, et ce curé relève de temps en temps sa soutane, on va dire les choses comme ça. C'est pas un curé traditionnel, hein, loin des images classiques d'un curé de province, d'un curé de campagne. Non, un Requiem, il est complètement aux antipodes. Hein. Il aime bien boire son petit coup, des bons whisky, des bonnes bières, il aime bien manger aussi, et il aime bien aussi la jante féminine. Bon, je sais que pour un curé, c'est un peu antinomique, mais bon, c'est ce qui fait le charme du personnage. Ici, dans ce roman, Stanislas Petrowski fait naître une nouvelle héroïne. Alors, là, pour une fois, c'est une femme. Elle s'appelle, au début du roman, elle s'appelle Rachida. Elle est officier de police à la BAC. Et elle a une particularité. Elle est addicte au sexe. On nous le dit dès le départ dans le roman, donc il n'y a aucune surprise. Il y a des scènes il y a des scènes explicites, hein, appelons un chat un chat. Il y a des scènes un peu crues aussi, mais bon, ça fait partie du personnage. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes prévenu de ça, si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller. Hein. Si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller. Si ça vous dérange, passez votre chemin. Donc ici, on est avec Rachida, donc officier de la BAC, et elle est appelée un soir sur une intervention, sur une prise d'otage. Donc elle s'y rend. Et bon, elle met rapidement hors d'état de nuire les preneurs d'otages, sauf que l'otage en question est un facho de première et il a le malheur d'avoir quelques paroles malheureuses, bon, tout à fait assumées, mais il a des paroles malheureuses et Rachida commet une boulette. Une belle boulette, hein. Ça c'est de la boulette, hein, c'est de la boulette de compétition. Bref, elle commet une boulette. Et voilà, les renforts arrivent, il y a un blackout et elle se réveille dans une chambre, elle est attachée au lit et là on lui apprend que Rachida est morte, elle est rayée de la carte, elle est passée pour morte, on l'a fait mourir en service. Donc elle n'existe plus ni pour ses parents, ni pour la BAC, ni pour son frère, ni pour tous ceux qu'elle a connus. Rachida est morte en service. Et elle va subir un entraînement extrêmement dur
Pourtant c'est une jeune femme qui s'en laisse pas compter, mais l'entraînement physique qu'elle subit est extrêmement difficile. Et elle va devenir agent euh, secret de la DGSI. Et sa couverture va être une couverture qui... Alors c'est le clin d'œil de son chef, hein, qui a un humour un peu à peu près. Hein. Mais bref, connaissant son addiction, la couverture parfaite pour cet agent va être actrice porno, actrice de film X. Voilà, le décor est planté et dans cette première aventure, on va donc avoir sa première enquête sous couverture d'actrice porno de Stella Fink. Alors, je tiens déjà à dire que avant que on crie au scandale, que c'est scandaleux de mettre une femme dans cette situation, non. Elle le dit elle-même, elle est addicte au sexe. Ça ne veut pas dire qu'elle sera prête à subir tous les outrages pour passer à l'écran. Elle reste une femme, certes, elle a des besoins. Alors comme on dit toujours, hein, un homme qui est addict au sexe, on dit que c'est un tombeur. Quand c'est la même chose, quand on dit la même chose d'une femme, eh ben, on ne dit pas que c'est une tombeuse. Hein, on dit que c'est un terme qui finit en ut ou en as. Voilà, je vous laisse imaginer. Non, ça reste une femme, elle a des besoins, comme tout à chacun, et elle ne s'en cache pas, elle aime ça, mais ça reste quand même une femme, elle n'est pas un bout de viande, comme elle le dit elle-même. Donc c'est un rôle pleinement assumé, et il va y avoir de nombreuses thématiques qui sont abordées dans ce texte. Alors évidemment, la femme et les femmes et l'addiction au sexe. Il y a aussi le racisme. On en a, hein, elle est d'origine maghrébine. Elle est d'origine maghrébine et évidemment, elle se prend des réflexions à la tronche et pas des réflexions hyper sympatoches. Hein. Mais au-delà de ça, voilà, si vous avez connu les grandes séries OSS 117, je parle des romans, je parle pas des films. Si vous avez connu SAS, vous serez pleinement dans cette optique-là, un peu comme avec son héros Requiem, qu'il a rendu hommage au roman de San Antonio et au commissaire San Antonio. Ici Stanislas, il rend hommage à tous ces grands romans d'espionnage grand public, tels que SAS et OSS 117. Donc si vous aimez les personnages un peu borderline, un peu déjantés, allez-y les yeux fermés. Bon, l'enquête reste somme toute assez classique, mais c'est surtout pour le personnage de Stella qu'il faut lire le roman. Si vous n'êtes si le côté addiction au sexe ne vous dérange pas, allez-y. Voilà, c'est un roman qui change, c'est un personnage qui sort un peu des sentiers battus. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment avec elle. Voilà. J'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé les thématiques qui sont abordées. Et voilà, si vous aimez ce genre de roman, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Ensuite, j'ai lu la dernière parution des éditions Tornada. Il s'agit de la 4e feuille de Christophe Royer, donc paru aux éditions Tornada. Il est sorti jeudi dernier, il est sorti le 17 mars. Et j'aime beaucoup la plume de Christophe Royer. Il a écrit déjà 2 romans aux éditions Tornada avec un personnage récurrent, Nathalie Lesage. Ici, on est dans un tout autre roman. C'est un one-shot. On est dans un tout autre roman. Ici, on fait la connaissance de Sophie. Elle a tout pour être heureuse. Elle a un mari aimant, elle a une belle maison et elle est artiste, elle est photographe et elle est en train de monter sa première exposition photo avec l'aide de son amie Carole, son amie d'enfance. Elle est hyper excitée. C'est la consécration de sa carrière. C'est peut-être ce qui va faire décoller aussi sa carrière d'artiste. Et tout pourrait se passer dans le meilleur des mondes si elle n'avait pas la bizarre impression
d'être épiée sans cesse chez elle, dans son jardin. Elle a toujours l'impression d'avoir quelqu'un qui la scrute. Ça lui pose quand même quelques soucis. Et il arrive aussi, voilà, Carole se trouve dans le lieu de l'exposition. Elle est en train de préparer les photos et de tout mettre en place pour le vernissage. Et elle est victime d'une agression assez violente euh, à quelques jours du vernissage. Et la police mène son enquête. Et Sophie a quand même un petit peu peur de ce qui va se passer. Et, mais elles prennent quand même la décision, toutes les deux, de maintenir ce vernissage. Et il va se passer encore un événement qui va pousser Sophie à appeler un policier qu'elle connaît depuis assez longtemps. Et ce policier, le passé va lui revenir en pleine tronche. Parce que ce policier, il a bien connu Sophie, Carole et une autre de leurs amies quand elles étaient au lycée, car il s'est passé quelque chose dans leur passé, à toutes les trois, et ce policier les a bien connues à cette époque, et ainsi se termine la première partie du roman. Et dans la deuxième partie, on s'attache réellement à ce qui s'est passé pendant ces années lycée sur ces trois copines. Elles vont faire la connaissance d'une autre gamine qui va absolument vouloir rentrer dans leur groupe d'amis. Elles vont s'appeler les quatre feuilles, d'où le titre. Alors, je vous en dis pas plus, mais là, Christophe Royer, il va s'attacher à un sujet qui est assez peu abordé finalement en littérature, c'est les relations toxiques. Comment ces personnes dites toxiques font tout pour faire de la vie de leur proie un enfer. Et ici, on a un exemple absolument flagrant de tout ce qu'une personne toxique peut faire. C'est absolument prenant. J'ai bouffé, comme dirait Armand, j'ai gobé ce roman en même pas une journée. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien, tellement on est complètement pris dans les filets de l'auteur, qui sait très bien comment alpaguer le lecteur, et jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation finale. J'avais eu des doutes pendant ma lecture. Ces doutes ont été confirmés, mais je connaissais, j'avais pas idée du véritable mobile. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Ça se lit vraiment très bien. Alors, pour les personnes un peu sensibles, il y a des choses qui sont assez dures. Je tiens quand même à vous prévenir, mais c'est extrêmement bien fait. Et là, pendant le roman, on comprend vraiment toute la subtilité du titre et de la couverture. Je vous en dis pas plus, mais franchement, allez-y, les yeux fermés. C'est vraiment un excellent thriller psychologique. Il vous prendra il vous pêchera du début jusqu'à la fin. C'est un roman construit en 3 parties et franchement, vous n'avez qu'une envie, c'est vraiment d'aller au bout pour savoir vraiment comment cette histoire va se terminer. Et franchement, c'est vraiment un excellent roman, encore un excellent opus de Christophe Royer. On le rappelle encore une fois, c'est un auteur français. Et oui, les auteurs français peuvent nous faire des romans comme ça, des bons romans, des bons thrillers psychologiques qui vous tiennent en haleine de bout en bout. Allez-y vraiment les yeux fermés. Et enfin, je vais terminer ce qu'as-tu lu avec un assez court roman aussi. Il s'agit... Vas-tu t'ouvrir ? Il s'agit de La femme au manteau bleu de Déon Meyer, publié aux éditions Gallimard dans la série Série Noire. Alors, vous me connaissez, j'ai quand même le chic pour découvrir des romans qui font partie d'une saga. Et bien évidemment, je ne commencerai pas le premier. Sacrée déconneuse que je suis!
Et ici, avec La femme au bâton bleu, eh ben, on est absolument dans le même cas de figure qu'avec Le léopard de John Esbo, qui était la 8e enquête de son héros récurrent Harry Hole. Ici, avec La femme au bâton bleu, on est dans la 6e enquête avec les enquêteurs du roman. C'est l'avant-dernière enquête. Donc forcément, bon, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Néanmoins, alors quand j'ai regardé un petit peu sur Livre Addict, j'ai vu qu'il était extrêmement mal noté. Enfin, extrêmement mal noté. N'exagérons rien. Il a une moyenne de 13, ce qui est quand même assez rare, hein, quand même, sur Livre Addict. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que bon, pendant ma lecture, je dis, bah, je comprends pas. Il est quand même, voilà. Bon, ok, c'est une enquête assez classique, mais c'est quand même un peu dur. J'ai trouvé que la note était un peu dure. Donc ici, on est en Afrique du Sud, parce que Deon Meyer est sud-africain, de mémoire. Il situe son enquête en Afrique du Sud. Et là, on a découvert le corps d'une femme nue, entièrement javelisée, déposée sur un parapet. Alors, elle a entièrement été javelisée. Il n'y a aucune empreinte, aucune trace, aucun cheveu, que dalle, pas de trace ADN. Et évidemment, c'est quand même assez compliqué parce que personne ne sait qui elle est. Donc ils font passer la photo dans les médias et quelqu'un la reconnaît. Il s'agit d'une femme qui est expert en tableau. En tableau assez d'une période donnée, hein, d'un peintre flamand. Et du coup, les enquêteurs vont tenter de savoir pourquoi elle est venue en Afrique du Sud, qu'est-ce qui l'a bien pu la mener ici, et ils vont apprendre au fur et à mesure de leur enquête qu'elle recherchait un tableau en particulier et que ce tableau a passé un certain temps dans une ferme pas très loin de là où on a retrouvé le corps. Et donc les deux enquêteurs vont remonter le fil d'Ariane, si j'ose dire, jusqu'au meurtrier. Alors, en numérique, il fait 120 pages. Hein, donc, autant vous dire que l'enquête ne va pas au fond des choses. On est dans une enquête policière assez classique. Voilà, un mort, quelques indices, on remonte le fil d'Ariane, on retrouve le meurtrier et chacun retourne chez soi. Donc là, on est clairement dans cette thématique. Moi, j'ai bien aimé le duo de policiers. Voilà. Évidemment, c'est leur 6e enquête. On n'a pas les tenants, les aboutissants de leur parcours. Mais franchement, je les ai bien aimés. Le duo fonctionne bien. Et on est quand même dans une période de la vie de l'un d'entre eux où il cherche à épouser sa fiancée. Donc, ça donne lieu quand même à des scènes assez marrantes, assez drôles. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que la note de 13 est assez dure. Parce que, oui, évidemment, l'enquête est classique, ça ne casse pas trois pattes à un canard, d'accord, mais voilà, la description de l'Afrique du Sud, des grands espaces de l'Afrique du Sud, bah avec moi, ça a marché. Ça m'a même vraiment donné envie de lire les précédents romans avec ces deux enquêteurs, parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant du point de vue la description du pays. Je trouvais ça assez intéressant. Et les mœurs aussi dans des habitants de l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays avec un passé politique assez complexe, on va dire. Donc voilà, j'ai globalement bien aimé. J'ai trouvé peut-être un peu dur la notation sur Livre Addict. Moi, globalement, j'ai bien aimé. Je ne vais pas y mettre un 16 sur 20 non plus. Je vais peut-être y mettre un 14 ou un 15, peut-être un 15 même d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé voilà, que c'était une enquête voilà, classique, mais dans un contexte, dans un paysage un peu qui sort un petit peu de l'habitude. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez lu certains et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine.
de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!